Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous présente le Journal des territoires. Bonjour à tous et bienvenue dans cette matinale d'infos sur Public Sénat avec la presse quotidienne régionale, les télés locales de France, les 130 radios des indépendants, des indés qui diffusent cette matinale d'infos et puis TV5 Monde qui est notre partenaire et qui diffuse cette matinale d'infos sur les 9 antennes de son réseau à travers le monde. Voilà, deux parties dans cette matinale, dans un instant le JT des territoires, puis Territoire d'infos. À 8h, c'est l'ancien ministre Claude Malhuret, président du groupe Les Indépendants République et Territoire au Sénat, qui sera notre invité politique. Et tout de suite, c'est le JT des territoires. À tout de suite, je vous y retrouve. Dernier préparatif au Voivre dans les Vosges avant la venue aujourd'hui du président de la République Emmanuel Macron. Il répond à l'invitation de Michel Fournier, le maire de la commune et vice-président de l'Association des maires ruraux de France, pour discuter de la filière bois et du monde rural. En parallèle, manifestation hier midi à Épinal, place Pinault, d'une 60aine de personnes pour exprimer leurs revendications avant la venue du chef de l'État. Stéphanie Renaud pour Vosges Télévisions. Une visite très attendue aussi au Voivre. Un honneur et une immense pression pour Michel Fournier, le maire de la commune et vice-président des maires ruraux de France, qui, suite à sa sollicitation auprès du chef de l'État pour lui faire part de ses doléances, va pouvoir le recevoir dans son village, lui présenter sa réalité du terrain. Mais avant toute chose, depuis plusieurs jours, les adjoints et un chantier d'insertion sont à pied d'œuvre. Ce que l'on prépare surtout, c'est que l'accès au site soit le plus confortable possible s'il doit y avoir des croisements, s'il doit y avoir, etc. Donc c'est des travaux qu'on devait réaliser plus tard. Alors on fait simplement que de les anticiper. Il faut desserrer un peu, ça fait trop randonnion ça. Sous cet abri en bois, les officiels et une centaine de journalistes rencontreront des représentants de la filière bois. Un cadre bucolique à proximité de la couveuse d'entreprise qui sera bientôt inaugurée par le chef de l'État qui y dînera. L'occasion de mettre en valeur les atouts du monde rural. Je m'inscris dans une perspective d'avenir pour une ruralité vivante, dynamique, avec beaucoup de capacités et de talent. Vous avez un exemple concret ? L'exemple concret, c'est nous. Nous, on vit. C'est ça l'exemple. Puis on vit bien. Mais on veut vivre mieux. Et on veut vivre avec la même équité que l'on peut retrouver ailleurs. C'est tout. Autre son de cloche et patchwork de doléances, cette fois place Pinault à Épinal. Ce mardi midi, une 60aine de manifestants se sont regroupés pour protester à leur manière contre la politique du gouvernement. La France Insoumise, le PC, le NPA, les Verts, les syndicats et des associations ont défilé au micro pour exposer leur point de vue avec ironie. Une manif des riches avec des slogans à lire au second degré. Pourquoi il n'écoute pas les citoyens qui sont mécontents actuellement? Donc c'est vraiment dans les services publics, que ce soit dans les services publics, ce qui se passe avec les migrants, c'est pitoyable, c'est un déni d'humanité. Après tout ce qui se passe à Notre-Dame-des-Landes, on ne comprend pas. Les étudiants qui sont carrément, exfiltrés de leur université, c'est assez terrible. D'où lui vient cet acharnement dans une politique libérale qui est rejetée par le peuple parce qu'elle est reconnue comme injuste. Un pique-nique pour attirer l'attention du chef de l'État, seule fenêtre d'expression ce jour-là pour ces manifestants qui disent s'être inscrits pour venir à la rencontre du président de la République au centre des congrès d'Épinal et dont aucun ne semble avoir obtenu d'accréditation. À l'heure où la contestation de la nouvelle loi d'accès à l'université paralyse de nombreuses facultés, la ministre de l'Enseignement supérieur est venue défendre sa réforme en Île-de-France. Invitée par l'université de Cergy-Pontoise, Frédérique Vidal a rappelé les ambitions du plan étudiant mis au point par le gouvernement. Les détails avec Philippe Pémal de Via Grand Paris. Le défi que nous avions à relever, c'était supprimer le tirage au sort, mais aussi et surtout accueillir et faire réussir les étudiants aujourd'hui victimes du système. Invité par l'université de Cergy-Pontoise, Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, est venu défendre le nouveau plan étudiant mis en place par le gouvernement pour la rentrée 2018.
À l'heure où la contestation de la loi paralyse certaines universités, la ministre a tenu à rappeler l'ambition de cette nouvelle réforme. Réduire le taux d'échec en première année qui avoisine les 60% et supprimer le tirage au sort pour les filières en tension. On est parti d'une situation où l'an dernier, on a tiré au sort 65 000 titulaires du baccalauréat pour les affecter dans l'enseignement supérieur. Et on part d'une situation où depuis des années, on se contente d'avoir 30% de réussite en première année de licence en moyenne. Donc tout ce qui pourra être fait pour améliorer ça, supprimer le tirage au sort, améliorer la réussite, ne peut qu'aller dans le bon sens. La ministre a également suivi la présentation des nouveaux dispositifs en faveur de la réussite en licence, mis en place par l'université pour la rentrée 2018. Parmi les mesures de cette réforme, Parcoursup, une nouvelle plateforme d'inscription, la création de nouvelles filières, l'accompagnement des étudiants en difficulté sur certaines matières et l'étude des dossiers au cas par cas sur les filières très demandées en lieu et place du tirage au sort actuel. L'université de Cergy-Pontoise teste également un autre dispositif, l'intégration des lycéens au sein de l'université. Les élèves des lycées sont invités à venir à plusieurs moments de leur cycle, en seconde, en première, en terminale, à l'université. Et en terminale, c'est le programme Continuum où ils peuvent venir suivre des modules de première année, des cours de première année, avec les étudiants qui sont inscrits en première année. Et il y a une expérimentation en droit. S'ils réussissent, ils passent les examens à la fin, et s'ils les réussissent, eh bien, ils ont déjà des crédits ECTS et ils ont déjà un pied à l'université. Pour cette rentrée 2018, 22 000 places supplémentaires seront créées pour accueillir les étudiants, notamment sur les filières en tension. On se rend dans le Var maintenant. La police de sécurité du quotidien est en expérimentation dans le secteur de l'Orgue. Une brigade de contact de la gendarmerie a déjà mis en place des patrouilles pédestres. Noélia Ceballos pour Var Azur Télé. 3 gendarmes, un militaire en poste et 2 réservistes, leur mission, être davantage présents dans la rue auprès de la population. À l'Orgue, cette brigade de contact a été mise en place par la gendarmerie à titre expérimental. Chaque jour, elle va au contact des habitants, dans les établissements scolaires ou chez les commerçants. On est là pour leur apporter des réponses, les rassurer, et puis nous, ça nous permet, dans le cadre de ces échanges, de collecter du renseignement et de pouvoir travailler sur des fois des personnes qui traînent sur nos territoires dont on ignorait leur présence. On reste gendarme, on reste en uniforme. En cas de constatation d'infraction ou autre, on intervient, on verbalise ou on interpelle s'il y a besoin de notre présence. Leur présence est la bienvenue chez beaucoup de commerçants. Dans cette pharmacie, ils doivent parfois faire face à des clients agressifs. Une présence des gendarmes plus régulière pourrait les rassurer. C'est dissuasif, avant tout. Maintenant, est-ce que ce serait vraiment efficace en cas de réelle attaque? C'est pas évident, parce qu'on se doute bien qu'on ne peut pas avoir un gendarme derrière chaque individu dangereux. Mais au moins, c'est dissuasif et c'est rassurant, comme pour tout le monde, oui, pour nous aussi. Cette brigade de contact est la déclinaison de la police de sécurité du quotidien. Le dispositif, lancé en février dernier par le ministre de l'Intérieur, sera testé pendant 2 ans. Dans le Var, c'est le secteur de l'Orgue qui a été désigné pour l'expérimentation. Les effectifs de la gendarmerie ont dû être réorganisés. Priorité donc au travail de terrain. C'est la philosophie de la police de sécurité du quotidien que de permettre un contact plus fort qu'auparavant avec à la fois les populations et leurs élus. Très souvent, on entend dire, jadis, on voyait plus les gendarmes, ou on voyait plus les policiers, ou là, quand on les voit, ils sont en véhicule, mais pas à pied. Donc le contact en est plus faible, naturellement. Donc le besoin global, oui, je crois qu'on peut être persuadé que c'est vrai. La lutte contre les cambriolages reste le principal défi pour les gendarmes sur ce secteur. Les vols par effraction se sont en effet intensifiés ces dernières années. Ce travail de terrain devrait permettre une meilleure remontée des renseignements pour une plus grande efficacité des enquêtes judiciaires. Il faut qu'on ait toujours un temps d'avance pour essayer de contrarier toutes les opérations qui nous impactent depuis quelques années et qui sont en voie
je ne vais pas dire d'extinction, mais où on arrive à élucider une grosse partie des cambriolages, des méfaits des uns et des autres. Un brigadier sera aussi en charge d'assurer un contact permanent avec les élus locaux. Une permanence en mairie sera aussi assurée pour le public, en plus de l'accueil au poste de gendarmerie. Pour finir ce journal, le wushu, expression sportive de la culture chinoise, plus connue par le grand public sous le nom de kung-fu, est devenu un trait d'union entre la France et la Chine, grâce à l'action d'un ancien champion français, Roger Itier, et de l'ancien président de la Fédération nationale de boxe américaine, qui aime ce sport, le wushu. C'est un sport olympique qui pourrait être présent au JO de 2024 à Paris. C'est en tout cas l'objectif poursuivi par Pascal Legrandfrère, soutenu par la ministre des Sports, Laura Flessel. C'est un reportage de Michael Mendes pour le réseau de télévision VIA. Ça, c'est du wushu. Allez, à vous, 2 par 2 ou 3 par 3. Allez, faites-vous plaisir. Rapide. Et pas trop lent. 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 Rapide. Alors, les arts martiaux m'ont doublement éduqué, en plus de mes parents. Ça m'a appris certaines valeurs, le respect, le partage, le dépassement de soi. Et je m'en sers au quotidien et dans mes émissions. C'est important de lutter contre la violence et les arts martiaux m'ont aidé justement à lutter contre cette violence. La violence de soi, contre les autres, mais la violence qu'on reçoit de la part des autres. Donc ça permet de bien se maîtriser et d'éviter les conflits. Voilà, le wushu, c'est un état d'esprit, c'est un physique aussi. Surtout, c'est les valeurs, le respect, le partage, la cohésion, la volonté, le dépassement de soi. C'est tout ça les arts martiaux, c'est ce qu'on m'a inculqué, grâce à mon professeur Roger Itier. Vous êtes les bienvenus, salle de Senlis, rue Eugène Gazot, tous les lundis, tous les jeudis. S'il faut, je mets les gants avec vous. Quand vous saluez, vous allez saluer là à la fin du cours, vous symbolisez ça. C'est le yin, le yang, c'est la force et c'est la main tendue vers quelqu'un. Et les deux, c'est comme si vous donniez votre cœur à quelqu'un en fait. Voilà, c'est ça le symbole. Alors avec Roger, on a mis en place cette année des stages d'initiation, de self-défense, de pratique du sanda et du wushu en règle générale. Et surtout, c'est qu'on va parler de la citoyenneté à travers les arts martiaux. À la ville, à la salle, faisons vivre nos valeurs. Voilà, et si vous voulez pratiquer en attendant les Jeux Olympiques, eh bien vous contactez Georges Boissin et Roger Itier, vous les trouverez sur Internet. Voilà, fin de ce journal, début du Club de la Presse dans un instant. Tout de suite, c'est la revue des unes de la PQR en région. On les regarde ensemble dans un instant, à tout de suite. Voilà, cette Europe que veut Emmanuel Macron à la une de Ouest France, dirigée par François-Xavier Lefranc. Et puis pour la Nouvelle République, populisme, le défi majeur pour l'Europe. Pour le Télégramme de Brest, la page Castro se tourne à Cuba pour la première fois depuis 1959. Le Parlement de Cuba s'apprête à élire un président qui n'est pas issu de la famille Castro. Le numéro 2 du régime que vous voyez à la une du Télégramme aujourd'hui. Pour la Voix du Nord, c'est la grève vide leur commerce près des gares, moins 30% sur certains chiffres d'affaires. Aujourd'hui, à peine 2 TER sur 10 en circulation et 1 TGV sur 3. Vous le savez, pour la presse de la Manche, ce que l'État donne aux communes, la dotation globale de fonctionnement versée par l'État aux communes varie fortement dans la Manche. Si certaines communes voient cette dotation augmenter, ce n'est pas le cas de toutes, et notamment pour la majeure partie des communes rurales. Pour le populaire du centre, quand la ville s'étend, il s'agit d'une une sur l'urbanisation dans cette région, celle de Limoges. Et puis pour Presse Océan, la ZAD, le dialogue sur fond d'ultimatum. Une délégation de la ZAD est reçue par la préfète à Notre-Dame-des-Landes. Les occupants ont jusqu'au 23 avril pour se déclarer individuellement sous peine
d'une nouvelle intervention des forces de l'ordre. Pour l'Union de Reims, c'est François Hollande qui évoque sa résurrection avant sa venue aujourd'hui à Châlons. L'ex-président de la République a donné une interview exclusive où il parle de sa nouvelle vie à l'Union de Reims, dirigée par Sébastien Lacroix. Pour le Courrier de l'Ouest, les Herbiers s'offrent une incroyable finale. Victorieux de Chambéry 2-0 au cours d'un match solide, le club vendéen peut encore rêver d'un triomphe en Coupe de France. Son dernier obstacle sera le PSG ou Caen. Les Herbiers s'offrent une incroyable finale. Donc Nantes victorieux de Chambly. Voilà, merci. 2-0. On passe tout de suite au Club de la Presse. Guillaume Doyen, bonjour. Bonjour. Vous allez bien ce matin? Très bien, vous-même. Et Jérôme Cornelier, bonjour. Vous allez bien ce Cyril. matin? Ça va chef pas mal, des merci. éditions locales du Point. Guillaume, vous dirigez la Gazette des communes, des départements et des régions. Nous allons commencer ce Club de la Presse avec la loi Asile-Immigration. La droite à l'attaque pour durcir le projet de loi. Débat électrique hier à l'Assemblée nationale, alors que on observe à La République En Marche un début de fronde au sein du groupe. Au moins 5 parlementaires ont fait part de leurs intentions de ne pas voter le texte. Jérôme Cordelier. Oui. On sent que c'est un texte évidemment qui suscite les passions, ce qui est normal, et puis en même temps c'est l'enceinte du débat démocratique. Donc voilà, on reproche à Gérard Collomb, porteur de ce texte, défenseur de ce texte, à la fois d'être d'un côté un peu laxiste et de l'autre trop autoritaire. Donc finalement c'est peut-être un texte du juste milieu. Alors après pratiquement, quelle est la philosophie de ce texte? C'est justement d'essayer de pencher, de trouver le juste milieu entre une attitude trop autoritaire qui fermerait complètement les frontières et surtout qui ne ferait moins de place à l'intégration. Puis c'est l'accueil, il n'y a pas que l'accueil, il y a aussi l'intégration. Et ce que défend Collomb, c'est voilà, on ne parle pas que de l'accueil, on parle aussi de l'intégration et les gens qui auront le droit d'asile seront mieux intégrés. Et alors surtout, Gérard Collomb est éclairé par son expérience en tant que maire de Lyon. Hein. J'ai fait une interview là-dessus où il a suivi pendant 40 ans. Guillaume Doyen, est-ce que le fait d'être l'élu d'une grande métropole comme ça, donc un élu de terrain, des territoires, voilà, ça fait prendre mieux conscience de ces problèmes-là? Est-ce que Gérard Collomb, il en a fait une croisade personnelle au fond? Alors, le terme de croisade me semblerait tout à fait excessif en l'occurrence. Évidemment, avoir géré pendant de très longues années une ville de cette importance avec les problèmes sociaux qui s'y trouvent, parce qu'il y a aussi des zones de grande pauvreté dans les métropoles, ça donne un atout considérable pour parler d'un certain nombre de sujets à caractère social, c'est sûr. C'est ce qu'on dit de lui au Parti Socialiste d'ailleurs. C'est le reproche qu'on lui fait. Lui reproche qui? Un certain nombre de socialistes lui reprochent d'être très en pointe sur ces problèmes-là, d'être même trop à droite, j'allais dire. Oui, alors il appartient maintenant à un gouvernement de la Macronie, qui est un gouvernement de droite. Je ne peux pas vous dire autre chose que Gérard Collomb est devenu un homme de droite, ma foi. C'est un ancien socialiste, mais on n'a pas autre chose aujourd'hui qu'un gouvernement de droite. Ça explique les dissensions internes à La République En Marche, ça en partie. Alors elles sont quand même, oui, bon, 5 députés, un peu plus à gauche, un peu plus à droite. 5 députés sur plus de 300 qui se disent prêts à s'abstenir ou à voter contre. C'est pas énorme. Simplement, ce sont des gens qui apparemment connaissent bien le sujet. Voilà, c'est ça qui est intéressant et qui sont capables de développer des arguments en défaveur de ce projet de loi. Il y aura beaucoup de discussions, Jérôme Cordelier. Les choses peuvent s'arranger, non? Ça durait toute la semaine, mais bon, c'est important qu'on ait une discussion démocratique sur ce sujet. Parce qu'il y a quand même énormément de soucis. Moi, je pense que ce n'est pas une question d'idéologie. Retirez vos amendements. Promis, on en débattra plus tard, a dit en substance le ministre de l'Intérieur. Oui, mais c'est normal que sur ces questions, il tienne son cap et il faut faire preuve de fermeté aussi quand on est porteur d'un projet de loi. Et c'est vrai que la situation à Lyon, pas uniquement sur le plan social, éclaire la chose, parce que à Lyon est le troisième pôle d'attractivité des réfugiés en France, après Paris et la Seine-Saint-Denis. Et là, donc, j'ai fait un reportage sur la situation des réfugiés à Lyon. Et on voit les associations comme le préfet disent qu'on a une explosion des demandes d'asile. Hein. C'est plus 116%, je crois, depuis la une du Point, d'ailleurs, localement, c'est ce qui agace les Lyonnais. Voilà. Ça en fait partie, ça.
C'est pas le thème central, mais ça fait partie des choses. C'est une question qui se pose dans les grandes métropoles, et particulièrement à Lyon, puisqu'il y a une explosion des demandes d'asile, et à côté, un système d'accueil qui est complètement engorgé. Les associations comme le préfet du Rhône m'ont dit qu'ils sont saturés dans leur capacité d'accueil de ces populations. Et ensuite, par exemple, des gens qui gèrent le réseau qui fonctionne assez bien par dose homéopathique du Jésuite Refugee Service, qui a mis en place le réseau Welcome, l'accueil des réfugiés dans des familles, disent que de toute façon, ces gens, s'ils n'obtiennent pas le droit d'asile, ils resteront parce qu'ils ne peuvent pas retourner dans le pays, ou alors ils reviendront. Donc il y a une hargne aussi à rester en France, une volonté forte de rester en Europe, au cœur de l'Europe, en France. Il y a un élément psychologique qu'il faut mettre dans le débat, évidemment. Je donne un chiffre. 12 400 demandeurs d'asile ont été acceptés dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, dont 6 950 au guichet unique de Lyon. Voilà, Lyon vraiment capte un peu toute cette population. Et si vous voulez, on comprend un peu mieux la psychologie et surtout le volontarisme de Gérard Collomb sur ces questions, parce que ça fait 40 ans qu'il les traite. Augmentation et comme il dit, 26% par rapport à 2016. Voilà, alors ce qui est à noter aussi, c'est qu'il y a assez peu à Lyon, il y a assez peu d'Afghans, assez peu de Syriens et assez peu d'Irakiens. Il y a beaucoup d'Africains et beaucoup d'Albanais surtout. La majeure partie de ces réfugiés sont des Albanais. Guillaume Doyen, c'est un problème général que connaissent les élus, vous connaissez bien, vous dirigez la Gazette des communes. Oui. Ils sont sensibles à ça, très, très préoccupés par ça. Ils sont extrêmement préoccupés par ça, puisque si on prend le cas des mineurs non accompagnés, dont je peux parler si vous souhaitez, c'est au département qu'il incombe de s'en occuper. 85% de jeunes pris en charge par les départements. Une hausse de 85%, il y en a eu 15 000 en 2017. Ce sont des jeunes gens qui ont 15-16 ans, pratiquement que des garçons, 96% des garçons. Et il faut évidemment les loger, il faut les éduquer, il faut leur trouver des structures d'accueil. 14 908 jeunes ont été déclarés mineurs non accompagnés. Oui, c'est ça. C'est absolument important. L'apprentissage de la langue aussi, c'est un problème que j'ai vu à Lyon aussi avec David Kimmelfeld, qui est le patron de la métropole, qui dit aussi que le gros problème, c'est les mineurs non accompagnés. Et le maire de Lyon, Georges Kepenekian, qui est lui-même fils et petit-fils de réfugiés, dit que justement le problème, c'est l'intégration et c'est l'apprentissage de la langue pour ces jeunes. Guillaume Doyen, donc un problème majeur pour les élus. Vous pouvez nous faire un petit état de ce qui se passe justement dans ce domaine? Alors, dans l'Hexagone. Dans l'Hexagone, donc. Pas simplement à Lyon. Dans l'Hexagone, s'il s'agit de mineurs non accompagnés, qui est un souci très important, à la fois pour ces mineurs, à la fois pour les structures qui les accueillent. Dominique Bussereau, le président des départements de France. Il en parle est venu en parler sur ce plateau. Il en parle très souvent. Donc, quand même, 15 000 nouveaux en 2017, c'est très important. Tu l'as dit, non pas des Afghans ou des Érythréens, mais pratiquement que des jeunes gens d'Afrique de l'Ouest. Voilà. Je l'ai dit. Des garçons. Les familles envoient finalement ceux qui sont les plus solides à passer le désert francophone, la Méditerranée. Les réseaux de passeurs qui agissent là-dedans, il faut aussi le signaler. Il y a un trafic d'êtres humains derrière tout ça. Et y compris sur le territoire français. Y compris sur le territoire français, puisque des présidents de département voient arriver avec un flux qui les étonne, une espèce de régularité. Par exemple, ils disent, j'en ai 15 gamins cette semaine, 15 gamins la semaine d'après, 15... Ils disent, c'est pas normal qu'ils arrivent avec une telle régularité. C'est qu'il y a quelqu'un derrière. Donc, et en fait, une répartition effectuée aussi par des gens qui sont purement et simplement des passeurs au détriment des victimes que sont les mineurs. Les élus là-dedans. Alors les élus, ceux qui demandent d'abord, c'est l'aide de l'État, parce que c'est à la charge des départements. Et de l'Europe aussi. Emmanuel Macron, d'ailleurs, s'est saisi du problème et a demandé une aide européenne pour les collectivités locales. Oui, alors... Et des métropoles. Aussi. Et les métropoles qui peuvent en avoir la charge dans un certain nombre de cas. C'est le cas à Lyon. Oui, Lyon. Mais c'est normal que le président de la République, Lyon qui est spécial, le président de la République place ça au niveau, je veux dire, européen. Oui, effectivement, c'est un sujet européen, c'est pas un sujet strictement français. Et vous avez raison de souligner qu'aujourd'hui, ce soit à la charge des départements métropolitains de s'occuper l'un après l'autre de jeunes gens dans une situation de détresse face
à des crises, une crise qui est internationale et dans laquelle opèrent malheureusement des trafiquants d'êtres humains aussi. Donc il y a aussi des causes à gérer. Ces causes-là, elles ne vont pas être gérées par le département de la Charente, de la Creuse ou du Cher. D'où la proposition d'Emmanuel Macron hier devant les instances européennes de proposer un plan d'aide européen aux collectivités pour l'accueil et l'intégration des réfugiés. Qu'est-ce qu'on a comme, alors essayons d'être un peu positif, comme expérience positive, Guillaume Doyen, de ça? Est-ce qu'on arrive au fond à les intégrer? Est-ce qu'il y a des expériences dans certains territoires qui ont marché? On a passé quelques reportages dans le journal des territoires d'expériences qui ont fonctionné. Alors, d'abord, il faut souligner quand même la solidarité des Français. Et de il faut souligner qu'il y a des associations hyper actives. Il faut souligner qu'il y a des jeunes gens qui sont placés dans des familles d'accueil qui sont bénévoles. Donc il y a parlé du JRS, du réseau Welcome, mis en place par les Jésuites Réfugiés Service. C'est quelque chose qui fonctionne. Vous dites Jésuites Réfugiés Service. D'accord. JRS. Donc il y a quand même une mobilisation de la population aussi pour les accepter. Il y aura... On a peu de recul finalement. Il y aura forcément de belles histoires qui vont et des belles histoires d'intégration qui vont arriver. Mais si j'ose dire, le souci, c'est on n'est pas prêt pour l'instant à intégrer correctement un tel flux. Avec les exemples de Lyon, voilà. Dans votre et vous voyez avec le dialogue qu'on vient d'avoir avec Guillaume, l'énorme complexité de l'affaire. C'est-à-dire d'abord sur le profil de ces réfugiés. Moi, j'étais étonné de savoir que, par exemple, essentiellement, c'était des Africains et des Albanais, c'était pas du tout des Syriens, comme on l'entend communément par ceux qui veulent absolument verrouiller toutes les frontières. Et donc, d'où aussi la polémique qu'il y avait eu, souvenez-vous, au début, quand Gérard Collomb avait parlé, cette phrase était un petit peu malheureuse, du tri des gens. Mais c'est vrai qu'il y a une nécessité de savoir à qui on a affaire pour pouvoir les orienter mieux et savoir si on leur donne le droit d'asile et dans quelle structure on les place. Parce qu'il y a aussi un engorgement de la chaîne, on n'en a pas parlé, mais de la chaîne entre les structures d'urgence et Merci Jérôme Cordelier. À Lyon, la pression des réfugiés est de plus en plus forte. Votre article dans Le Point, qu'on retrouve aussi dans lepoint.fr aujourd'hui. Et puis ce qui agace les Lyonnais, c'est votre une régionale. Vous êtes rédacteur en chef des éditions locales du Point. Essentiellement des problèmes quotidiens. Et il y a Lille, au banc d'essai. Voilà, Lille au banc d'essai. La une régionale. Dans le Nord. Voilà, Nord et Sud. Guillaume Doyen, la Gazette des communes. Les mineurs non accompagnés, 85% de jeunes en plus pris en charge par les départements. Et place aux femmes, sapeurs-pompiers. La une de la Gazette des communes, des départements et des régions. Merci, on vous retrouve tout à l'heure pour le débrief de l'invité politique. L'ancien ministre Claude Malhuret, président du groupe Les Indépendants, République et Territoires au Sénat, qui est notre invité politique à 8h. Tout de suite, c'est la météo des territoires. Le temps qu'il fait en France aujourd'hui et dans les Outre-mer, les départements français d'Amérique, de l'océan Indien et du Pacifique. Et vous allez voir la couleur, c'est bleu et jaune aujourd'hui. C'est tout. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle Nationale Territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et Adviso Partners, cession, acquisition et transmission d'entreprises, nos territoires ont de la valeur, vous ont présenté le Journal des territoires. La météo vous est présentée par l'Assemblée des départements de France. C'était la météo avec l'Assemblée des départements de France.